Alors EPE aujourd'hui sort un tout petit peu de sa zone de confort, puisque normalement nos interlocuteurs habituels sont les directions développement durable, les directions environnement, et la transformation écologique réclame davantage. Quand une entreprise change sa stratégie, ça veut dire que l'ensemble de ses fonctions, de ses activités vont également embarquer cette nouvelle stratégie. Et c'est donc presque une première qu'on arrive à organiser un événement qui met ensemble deux communautés, une communauté du développement durable et une communauté du marketing et de la publicité, puisque nos travaux précédents, et Jean-Laurent va y revenir, ont montré qu'il était important qu'elles travaillent ensemble. Donc je ne vais pas davantage déflorer le sujet. Pour ceux qui sont très curieux d'avoir le guide qui va être lancé, rassurez-vous, vous l'aurez, mais à la sortie. Et je vais tout de suite donner la parole donc à Jean-Laurent Bonafé, administrateur, directeur général de BNP Paribas, qui préside EPE depuis 2019, précisément le jour de la sortie de l'étude ZEN 2050, qui a vraiment été le démarrage, le point de départ de ces travaux sur la publicité. Donc bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être là et puis merci à ceux qui nous suivent à distance. Donc vous le savez, depuis l'accord de Paris, les entreprises, et comme l'a dit Claire, les particuliers, les membres de l'EPE contribuent à relever le défi collectif de la neutralité carbone et à intégrer ce défi dans les stratégies des acteurs, notamment des entreprises, même certaines entreprises assez nombreuses qui l'ont inscrit d'une façon ou d'une autre dans leur raison d'être, qui ont entrepris donc l'alignement de leur discours corporate, mais aussi de leur stratégie commerciale, leur offre, sur cette parole vis-à-vis des consommateurs. Alors pour revenir un tout petit peu en arrière, l'étude Z 2050 qui a donc été produite, publiée en 2019 par EPE, nous a persuadé qu'une transition écologique vers la neutralité carbone en France en 2050, c'est possible. C'est compatible avec une croissance économique claire et l'emploi. Et elle est aussi compatible avec des modes de vie qui sont diversifiés, confortables et sains pour tous. Simplement, il y a un détail qui n'est pas complètement mineur, que ces modes de vie devront être différents. Et que parfois, ce dont on rêve d'une façon ou d'une autre, un peu nous tous, ce sera un peu différent. Et que le chemin entre aujourd'hui et demain, ce sera pour une somme de petits gestes qu'il va falloir faire évoluer, qui vont conduire à une forme de transformation profonde de l'habitat, de la mobilité, de l'alimentation, de la consommation en général. Changer les sources d'énergie ne suffit pas. Il faut maîtriser la demande de nos sociétés dans leur ensemble. L'énergie, le power, c'est 20% du sujet, stricto sensu, du zéro carbone. Donc 20%, c'est seulement un cinquième. C'est souvent l'élément qui attire le plus le regard, mais ça n'est que 20%. Il faut s'occuper de tout le reste. Les travaux du GIEC, qui seront publiés en février prochain, comme ceux de la Convention citoyenne pour le climat, vont dans le même sens. Des changements de mode de vie sont inéluctables pour tenir les engagements pris par l'accord de Paris et au niveau européen, dont on peut espérer qu'ils seront en ce moment même renforcés par la fameuse COP 26. Quand on regarde la France, c'est pour moi la première qui a abordé ce sujet pour une raison précise, c'est que sa production d'électricité est décarbonée. On peut discuter de la façon dont elle est décarbonée, mais elle est décarbonée et c'est quand même un point de départ plutôt positif. Les émissions industrielles, ils représentent moins de 20% des émissions du pays. Ça, c'est quelque chose qu'on peut lire de plusieurs façons. Parfois un peu plus d'industrie, un peu plus d'emploi. On peut le lire de plusieurs façons, mais enfin c'est 20%. Et donc, si le secteur énergétique est décarboné et que l'industrie représente simplement 20%, où sont les 80%? C'est un sujet assez simple, en tout cas une question qui est assez simple, parce que le sujet est éminemment complexe et compliqué. C'est la façon dont nous vivons, simplement. L'habitat, la mobilité, l'alimentation, les vacances, l'ensemble de nos gestes au quotidien. La COP26, elle presse tous les acteurs de rehausser l'ambition. Je pense que c'est une nécessité ardente. Les conversations vont bon train. Est-ce qu'elles vont assez vite? Ça, toujours difficile de savoir, puisque le monde n'est pas composé de zones, de régions et d'économies qui sont ou égales
au même niveau de développement, donc il y a beaucoup de choses qui sont compliquées à partager. Mais enfin, les travaux progressent, des engagements nouveaux sont pris. Et de notre côté, plus modestement, même si je sais que c'est un sujet en fait assez vaste, ce qui nous a intéressé dans la suite de Zen 2050, c'est le sujet, disons, de la publicité. Pourquoi ? Parce que la publicité, de façon, on pourrait presque dire subliminale, guide, forme, éduque dès le premier âge, nos enfants, nous-mêmes, nos familles, tous. C'est quelque chose que probablement on ne perçoit pas suffisamment, mais qui est déterminant, absolument déterminant. On a souvent envie de choses qu'on a un peu vues, ou qu'on nous a un peu montrées, ou qu'on nous avait un peu mis en perspective, qu'on nous a fait désirer. Donc la publicité, c'est un levier sensationnel, je dirais, pour agir sur ces fameux 80% qui ne sont pas l'industrie et qui, évidemment, ne sont pas l'énergie. Alors comment faire ? Comment accélérer ? Alors il y a eu un certain nombre de panels qui se sont tenus sur cette idée de quelles sont les attentes des citoyens en général vis-à-vis des entreprises sur, disons, la filière de la publicité, les annonceurs, les agences de création, les médias. Et en synthèse, ce qu'on a perçu comme attente, c'est deux types d'attentes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Meilleure description de ce que seront les sociétés post-transition, qu'est-ce qui est une vision concrète, disponible, pragmatique ? Que faut-il faire concrètement chacun d'entre nous en tant que consommateur vis-à-vis de ce sujet des émissions ? Comment vivra-t-on ? À quoi ressemblera la société ? C'est un peu à cette perplexité que répondait l'étude Zen 2050. Puis un autre sujet qui sont la cohérence entre ce que les entreprises donnent à voir à travers leur publicité et ce qu'elles annoncent et ce qu'elles font en termes de stratégie de transition écologique. En réalité, une mesure simple, je dirais une preuve par 9, c'est de voir les annonces, de constater qu'en matière publicitaire, les annonces ne sont pas nécessairement suivies d'évolutions, on dira, fulgurantes. Mais tout ceci est très très compliqué. Et on voit bien que les entreprises progressent plus vite dans les engagements et collectivement un peu moins vite dans la façon dont elles mettent en avant une partie de leur offre marchande, de services, etc. Donc cet écart, comment on le comble, comment on fait en sorte de le fermer progressivement, et si possible en bon ordre, parce qu'il ne s'agit pas non plus de créer le chaos ou de créer le désordre. Il faut vivre dans des sociétés relativement heureuses, en tout cas il faut l'espérer. Donc comment répondre à ces attentes ? Tout est dans l'offre, bien sûr, mais surtout dans l'offre, c'est promouvoir certains exemples. Promouvoir des exemples, ça veut dire petit à petit faire changer un peu le regard, mettre sur le devant des choses qui étaient un peu sur le côté, retirer des objets ou des services dont on avait l'habitude de voir la promotion pour pivoter, sans perdre personne, un genre nouveau. Alors, très concrètement, et je dois dire de façon assez pragmatique, pour avoir eu la chance de lire le fameux guide, comme a dit Claire, vous aurez chacun, on se rend compte qu'il y a plein de stéréotypes dans la transition écologique et dans les modes de vie. Et pratiquement, dans tout ce qu'on fait tous les jours au quotidien, vous verrez le guide, moi je trouve très bien fait, c'est très pédagogique. On voit qu'on fait des choses par habitude, quelque part parce qu'on n'a pas d'autres modèles ou d'autres références possibles, donc on réplique quelque chose qui nous a été inculqué, qui est une forme de rêve, parfois une forme de nécessité, on ne voit pas d'autres possibles. Et donc il faut petit à petit pousser des choses un peu différentes, petit à petit mobiliser les talents créatifs, parce que ce n'est pas si simple de vouloir le faire et le réaliser dans la vraie vie au quotidien. Là, il faut tout le talent de nos créateurs, de nos communicants, de nos publicitaires. C'est, je dirais, c'est un vrai talent, c'est une véritable industrie. C'est pas de l'art, c'est une vraie industrie. C'est quelque chose avec des codes, avec des engagements. Enfin, c'est quelque chose de compliqué. Et petit à petit, si on le fait, c'est-à-dire si tout ceci s'applique à chacun des secteurs, à chacun des services et des produits que nous consommons, petit à petit, on pivote. Petit à petit, on pivote. Ça, c'est le secret du guide. Moi, j'en dis pas plus parce que je ne suis pas en charge de présenter le guide. Mais c'est le secret du guide, d'arriver à faire pivoter. Voilà, alors c'est ma présentation, mon introduction, c'est juste un teaser. C'est un teaser pour celui, David Laurent, qui va vous présenter le guide. Mais je dois dire qu'en tant que simple consommateur, ce guide est très intéressant parce qu'on voit très bien
On fait des choses par habitude installées. Ce qu'on n'a pas encore et qu'on voudrait éventuellement demain, en fait, est déjà dessiné sans même qu'on le sache. Et qu'en faisant pivoter ça, eh ben, on peut faire changer le futur à un horizon de 10 ans, 15 ans, 20 ans, de façon assez douce, assez tranquille, sans que personne ne s'en chagrine. Et c'est ça qui est important, parce que si la transition, qui est déjà quelque chose de très compliqué, devient pour tout le monde au quotidien quelque chose de chagrin, la probabilité qu'on ne va pas faire la transition, parce qu'on se connaît bien. Pour que les choses arrivent, il faut qu'elles aient un côté relativement acceptable pour nous tous. Et nous tous, on est tous très différents. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un personnage en moyenne qu'il faut faire transitionner. On est tous très différents, Dieu soit loué, mais il faut que tous on trouve notre compte dans cette transition. Voilà. Donc j'ai fait un peu la publicité du guide. Et maintenant, je passe la parole à notre ami qui va vous présenter ça de façon beaucoup plus professionnelle. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Jean-Laurent. Voilà, tu peux prendre un micro. On va donner celui-là. Et voilà, David parle bien près du micro, puisqu'il y a, en plus de cette audience limitée, qu'on a limitée pour cause de petit nombre de gens, enfin voilà, on est en convalescence, il y a 150 personnes qui doivent être connectées et qui écoutent ce qui passe par le micro. Ah, merci. Allô, allô. Vas-y. Vous m'entendez là? Ok. Alors, parfait. oui, on t'entend. Bonsoir à tous. Merci Claire. Merci Jean-Laurent pour cette superbe introduction. J'ai redécouvert le guide en vous écoutant, donc merci. Donc, voilà, moi, je suis particulièrement heureux de vous présenter ce guide ce soir parce qu'il correspond à une approche un peu inédite pour nous, un peu les professionnels de la transition écologique. C'est une approche qui nous a amené à regarder des concepts qu'on n'avait pas forcément l'habitude de manipuler. On ne manipule plus des tonnes de CO2 ou des énergies renouvelables. Là, on a manipulé des concepts nouveaux pour nous, des concepts d'imaginaire, de représentation mentale, de stéréotypes. Donc ça nous a vraiment amené dans une nouvelle aventure. Et la deuxième particularité de ce guide, c'est d'avoir décliné ces concepts de façon très concrète au domaine qui concernait les entreprises, c'est-à-dire la communication commerciale, la publicité, dans le but d'en faire un véritable levier pour la transition écologique, donc cette transformation majeure de notre société, de nos modes de vie. Donc pour nous, ça a été vraiment un challenge, ça a fait apparaître de nombreuses complexités, et pour les résoudre, on a appliqué la recette EPE qu'on avait déjà appliquée pour l'étude ZEN 2050, à savoir on s'est mis beaucoup autour d'une table en faisant converger des expertises variées. D'une part, on a eu un groupe de travail qui a été vraiment la colonne vertébrale de nos travaux, qui a été constitué à la fois de directeurs environnement, mais surtout de directeurs de la communication, des directeurs du marketing, des directeurs de la publicité, où on a pu, de cette façon, capitaliser sur les connaissances de chacun. Et de plus, ce groupe de travail a pu bénéficier des contributions de chercheurs, de scientifiques dans les domaines de la sociologie, du comportemental, de l'environnement, de la communication, qui ont pu apporter leur propre expertise. Et enfin, et peut-être une contribution qui n'est pas la moindre, c'est à 3 reprises, ce groupe de travail a eu l'occasion d'échanger avec un panel de parties prenantes. C'est-à-dire des associations de consommateurs, des ONG environnementales, des professionnels de la communication, des experts de l'environnement, qui ont pu à la fois faire part de leurs réactions, qui ont pu discuter dans le but ça a permis de renforcer globalement la qualité des travaux et d'orienter les réflexions du groupe de travail. Donc vous les voyez actuellement à l'écran. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont présents ici ce soir ou qui nous regardent. Donc encore une fois, on voulait vous dire un grand merci. C'est grâce à vous qu'on a pu accomplir ce travail. Alors, pour commencer vers le guide, l'objectif premier du guide, ça a été de faire prendre conscience de l'existence de ces stéréotypes, en particulier si c'est bien identifié dans le domaine du genre, de la diversité, dans le domaine de la transition écologique, l'existence même de stéréotypes n'était pas forcément une évidence. Donc c'est le premier objectif. Et cet objectif, il permet ensuite, une fois qu'on en a pris conscience, de les transformer, d'inspirer, de créer de nouveaux imaginaires. Donc ça a été l'objectif du guide. On a focalisé sur 10 stéréotypes. Il y en a forcément beaucoup d'autres,
mais on a voulu sélectionner les 10 les plus impactants, les 10 à faire évoluer en priorité pour entamer cette transition. Et dans le guide, vous trouvez pour chacun de ces 10 stéréotypes, d'abord une description, et je dirais même un décryptage de ces stéréotypes, parce que ces stéréotypes, c'est des constructions sociales collectives, et du coup, c'est important de comprendre comment est-ce qu'ils sont arrivés aujourd'hui à être tellement présents et comment ils orientent nos décisions. Également, vous aurez pour chacun de ces stéréotypes une description des enjeux environnementaux qui sont associés, mais également des leviers qu'on peut mobiliser. C'est très important d'avoir toujours cet aspect positif, cet aspect de solution. Nous avons également mis en place, après beaucoup de discussions, une classification, puisque les modes de vie, ils sont diversifiés aujourd'hui, ils le resteront. Et donc, c'est très important d'éviter une approche manichéenne et de promouvoir cette diversité de modes de vie et du coup de représentation. Et enfin, dernièrement, le guide restant un outil concret, un outil pratique, il contient de nombreuses illustrations pour pouvoir illustrer ces stéréotypes. Alors voilà, les premiers stéréotypes sont dévoilés à l'instant. Donc ces stéréotypes, ils correspondent à la définition des stéréotypes, c'est-à-dire qu'ils sont volontairement caricaturaux, ils sont parfois réducteurs et systématiquement, ils limitent la perception. C'est ça un stéréotype. Alors, le stéréotype numéro 1, c'est celui du carnivore compulsif. Alors, le sujet qui est ici abordé, c'est celui de la transition alimentaire. On le sait aujourd'hui, on a globalement une alimentation qui est très, voire trop carnée, qui a des impacts négatifs, à la fois d'abord sur le plan nutritionnel, également sur l'environnement, et certains diront également sur le porte-monnaie. Ensuite, le numéro 2, c'est la mobilité fossile. Et il est connecté au numéro 3, qui est le conquistador, et au numéro 4, l'autosolisme. Donc l'autosolisme, le fait d'être tout seul dans sa voiture. Donc trois stéréotypes autour de la mobilité. Pourquoi ? La mobilité, aujourd'hui, c'est le premier poste d'émissions de gaz à effet de serre en France. C'est 30% des émissions du territoire. Donc il y a également de gros enjeux ici. À la fois de laisser la place à de nouveaux modes de transport, mais également développer une diversité. Donc on parle ici de transport doux, donc que ce soit la marche à pied, le vélo, les transports en commun, mais également développer la façon dont on utilise ces transports, que ce soit par le partage, et même les imaginaires qui entourent la mobilité et les besoins qui y sont associés. Le stéréotype numéro 5, c'est le rêve du pavillon. Là, un sujet extrêmement complexe puisqu'il aborde les enjeux en fait, de l'organisation du territoire, les enjeux d'étalement urbain, les enjeux de perte des territoires, des terres agricoles, des terres forestières, et de comment est-ce que l'on vit ensemble, comment est-ce que l'on peut densifier de façon attractive les centres-villes, comment est-ce qu'on réanime les quartiers, comment est-ce qu'on habite des centres-villes, comment est-ce que l'on peut redonner vie à nos villes. On continue ensuite avec l'hiver anti-short. L'hiver anti-short, ça traite un sujet certes banal, mais très impactant, de l'adéquation entre la tenue vestimentaire et la saison représentée, c'est-à-dire éviter le t-shirt en hiver, mais de la même façon, le costume 3 pièces en été, ça permet d'éviter le recours ou à la climatisation ou au chauffage. Le stéréotype 7, la plage au bout du monde. Donc ici, on parle de nos loisirs, on parle de nos vacances. Et ça pose la question, effectivement, sont-ils nécessairement éloignés, sont-ils nécessairement consommateurs de ressources? Quelle place peut-on donner à du tourisme plus local, du tourisme plus ancré dans les territoires? Donc des questions que les derniers mois ont pu mettre peut-être en exergue. Le stéréotype numéro 8, je consomme, donc je suis. Ici, on aborde des questions profondes de la représentation du bonheur, la représentation de la réussite, et qui pose la question de donner la place à de nouveaux imaginaires, peut-être orientés autour de la consommation raisonnée et raisonnable, mais aussi de façon peut-être plus aspirationnelle sur la convivialité, sur le partage, donc beaucoup de notions très très larges. Et il est également très connecté avec le stéréotype numéro 9, le toujours plus vite. Ici, ça pose la question de l'accélération de nos rythmes de vie, à la fois du fait des technologies, mais également du renouvellement des produits, qui ont des impacts à la fois en termes de ressources, mais également sur la psyché des personnes, qui sont des facteurs de stress. Et donc pose la question, effectivement, ici aussi, de ralentissement. Et c'est intéressant de constater déjà l'émergence dans la société de nouvelles tendances. On parle de slow food, on parle de slow trip. Donc on sent déjà qu'il y a déjà une diversité ici qui existe et sur laquelle on peut bâtir.
Et enfin, le stéréotype 10, qui n'est pas le moindre, celui de la nature fantasmée, aborde ce sujet compliqué de la relation entre l'homme et la nature, au-delà d'une dimension parfois qui peut être réduite à une nature hostile, qui est un objet de conquête, de domination, et qui peut laisser la place à une relation homme-nature peut-être réinventée, plus proche, en particulier avec des enjeux de connexion à une nature de proximité. Donc voici pour nos 10 stéréotypes. Ils sont actuellement désormais disponibles sur le site EPE, donc www.epe-asso.org, avec ce guide qui, je l'espère, permettra de continuer ces travaux. Merci beaucoup à vous, et maintenant, place au débat. Maintenant, place au débat. Merci David. Alors, on va donc demander aux acteurs de cette première table ronde de nous rejoindre ici sur ces tabourets. On va voir le guide en avance de phase. Peut-être 2 mots pour compléter ce qu'a dit David. La première, c'est que l'étude Zen 2050, dont vous avez senti toute l'importance dans nos travaux, est disponible en ligne. Et je pense que si vous faites Zen 2050, il n'y a que ça qui sort. Et elle vous montre tout ce fondement et pourquoi ce sont ces stéréotypes qui sont là. Et la rapidité avec laquelle on a besoin de faire ces changements. Le deuxième, c'est un petit commentaire sur la nature fantasmée. EPE s'occupe de climat, mais aussi de biodiversité. La crise de la biodiversité et l'urgence d'y remédier est tout aussi grande que celle du climat. Et on n'a pas le temps de faire le climat jusqu'en 2050 et la biodiversité avec. Il faut faire les deux. Et beaucoup des stéréotypes, évidemment, correspondent aux 2 sujets. Mais celui du lien homme-nature est un peu plus spécifique à la biodiversité, et c'est pour ça qu'il a trouvé sa place dans ce guide. Et donc j'ai le grand plaisir d'accueillir 4 acteurs de posture et de statut très différents, à qui, si vous voulez bien, je vais donner la parole quelques minutes à chacun, avant de voir dans quelle mesure le débat s'inscrit entre eux. Et donc on va commencer par Léa Falco, qui est membre du collectif, qui a produit maintenant qui s'appelle le Collectif pour un réveil écologique. Sandrine Dubuisson-Kellier, qui a accompagné les travaux de ACT depuis le début et qui a accepté au pied levé de remplacer Stéphane Labranche, qui a eu un problème aujourd'hui. Donc merci beaucoup Sandrine. Sandrine est directrice adjointe du Centre de sociologie des organisations, sociologue et directrice de recherche au CNRS. Ensuite, on donnera la parole à Hélène Fraise, directrice de la communication du groupe LVMH, expert en imaginaire. Et Raphaël De Andréis, donc président-directeur général de Havas Village France, qui nous parlera de Havas travaille sur ces sujets depuis déjà plusieurs années et de ce qu'on perçoit des tendances. Alors Léa, quelles sont les attentes en fait des jeunes qui sont un mouvement puissant, écouter des entreprises en matière de publicité? Bonsoir, c'est un sujet un petit peu compliqué. Hein. Moi, je fais partie du collectif pour un réveil écologique qui s'est créé en 2018 sur un texte qui s'appelait le Manifeste pour un réveil écologique, où en gros, on était une poignée de jeunes à dire qu'on ne voulait plus séparer nos vies personnelles et nos vies professionnelles sur le plan de l'engagement, et que donc on voulait travailler pour des entreprises qui étaient alignées avec les trajectoires planétaires, et donc qui avaient une trajectoire soutenable. Ce qu'on a fait, c'est la poignée étant devenue 35 000 quand même. Ouais, on a eu quand même 33 000 signataires, ce qui n'est pas rien, en sachant qu'on visait surtout les jeunes de grandes écoles, qui est quand même un petit vivier. Donc on a eu un petit succès à l'époque, et depuis, on a fait un certain nombre de travaux, et en particulier, on a envoyé des questionnaires assez détaillés à une centaine d'entreprises, en leur demandant justement ce qu'elles faisaient pour s'engager sur cette voie alignée avec les limites planétaires. Ce qu'on en a retenu, c'est que d'une part, c'est pas assez ambitieux et ça va pas assez vite, et que d'autre part, les entreprises du luxe, du marketing et de la publicité d'ailleurs, n'étaient pas particulièrement plus alignées que les autres et se défaussaient un peu sur l'idée que, en fait, c'est pas elles qui choisissent ce qu'elles font, elles ont des contrats et après, il faut bien qu'elles les réalisent. C'est aussi pour ça que ça nous a beaucoup intéressé de participer à ce groupe de travail, parce que c'est un sujet qui est absolument passionnant. Parce que la publicité et le marketing, c'est quand même une occasion unique et je pense exceptionnelle d'agir sur les imaginaires. C'est bien de passer en première parce qu'il y a pas mal de choses qui ont déjà été dites en fait déjà, donc je vais essayer de pas trop les répéter, mais en fait je pense qu'il y a deux éléments indispensables si on veut réussir la transition environnementale. Déjà, il faut un pouvoir, une volonté politique forte pour pouvoir engager ces transformations structurelles, et il faut que les citoyens acceptent et désirent la transition environnementale.
Parce que c'est toutes ces histoires d'écologie punitive. Si toute la journée, les citoyens ont l'impression d'être matraqués et qu'on fait les choses dans leur dos, ça ne peut pas fonctionner. Donc à partir de là, vous avez deux solutions. Soit vous avez déjà ce pouvoir politique fort en place qui aide les citoyens à, entre guillemets, transitionner et à accepter cette idée d'un nouveau monde, d'un monde de demain qu'on sait de toute façon inéluctable. Donc autant le rendre aussi sympathique que possible. Et on constate qu'on n'a pas cette volonté politique forte. Là, c'est la COP26, on ne va pas vous apprendre que ça se passe pas extrêmement bien. Soit vous avez ces citoyens, ces consommateurs qui sont informés, qui savent ce qu'ils veulent et qui, en fait, désirent, eux, mettre la pression aux politiques pour pouvoir faire advenir ce monde-là. Et c'est ce pouvoir-là qu'a la publicité et le marketing. C'est vraiment de transformer les imaginaires, exactement ce que nous disait David, de transformer les imaginaires et de rendre ce monde-là désirable. La pub, je pense, a plus que la possibilité de changer le monde, elle a la possibilité de changer la représentation du monde. Et c'est en fait encore plus important. Parce que sur tout le périmètre dont on a parlé un petit peu avant, qui s'étend sur tous les produits de consommation et sur la manière dont on perçoit nos existences, eh ben, il y a cette possibilité d'action, ce levier de la publicité. Donc il y a un vrai travail à faire là, à redéfinir ce que c'est que la réussite. À dire que la réussite, c'est pas avoir une grosse voiture, pas avoir une immense maison, pas partir à l'autre bout du monde en vacances 3 fois par an, pas avoir une Rolex à 50 ans. Il y a toute une redéfinition de ce scope-là à faire pour rendre ces imaginaires désirables. Que les jeunes aujourd'hui et les consommateurs soutiennent largement les 33 000 signataires pour un rêve écologique, c'est anecdotique, mais je pense que... Il y a une attente... Absolument, ça va peut-être être dit après, mais... Dont Sandrine va nous... Ouais, il y a une vraie attente et un vrai désir pour cette transformation-là. Et ce guide-là, il montre qu'il y a une telle possibilité pour le monde de la publicité et du marketing qu'en fait, ça donne une responsabilité. Qu'il y a une responsabilité de ce secteur-là pour faire évoluer, pour faire sa part dans la transition environnementale. Et surtout que cette occasion, elle est tellement unique et tellement énorme d'agir qu'il faut absolument la prendre. Merci beaucoup. On reviendra ensuite en débat avec des questions aux uns et aux autres, mais on va donner la parole à Sandrine Dubuisson sur justement cette... on n'entend pas si souvent parler que ça de transformation des modes de vie. On commence, je dois dire, mais c'est vrai qu'on parlait plus de plus petits gestes, de l'éco-geste, etc. Donc, que dit la sociologie sur ce changement de vitesse ? Ça doit marcher normalement ? Ça doit marcher tout Oui, seul. ça marche. C'est Sophie, pas Sandrine. Pardon, Sandrine. C'est pas grave. Merci Claire. Oui, on voit de plus en plus apparaître cette notion de mode de vie dans l'agenda public, dans l'agenda médiatique aussi. On entend de plus en plus parler. Et effectivement, l'intérêt, c'est cet élargissement par rapport à une approche qui serait uniquement comportementale. En fait, si on regarde pourquoi ce terme a émergé, notamment par exemple dans le contexte des travaux du GIEC ou dans les négociations internationales, c'est l'idée qu'on est peut-être un peu arrivé au bout des solutions purement techniques, des solutions purement économiques par le marché, et qu'il y aurait ce levier qui s'ouvrirait à nous, qui serait celui des modes de vie. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que on a l'impression finalement d'un basculement des réflexions qui portaient majoritairement sur des questions d'offres, de production, et qui pourraient maintenant concerner plus directement la question de la demande ou de la question de la consommation. Alors, en fait, ce n'est pas exactement comme ça qu'il est, à mon avis, intéressant de voir les choses. Sur ces questions de mode de vie, en fait, ça fait, depuis que la sociologie existe, donc plus d'une centaine d'années, on a toujours travaillé sur les modes de vie. Donc ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau. Je dirais depuis 2010, il y a énormément de travaux sur mode de vie et transition, donc dans les sciences sociales. Donc il y a aussi là probablement toute une série de savoirs à davantage mobiliser. Mais ce qui est intéressant avec les modes de vie, quand on regarde ce qu'en dit la sociologie, c'est que finalement, bien sûr, c'est un levier. Mais les modes de vie sont d'abord des résultantes, en fait. C'est la résultante d'une série de décisions qui, elles, sont collectives, qui vont déterminer la façon dont on consomme, la façon dont on vit, dont on se loge, on s'habille, on se divertit, etc.
Donc pourquoi des choix collectifs? Parce que ça concerne en général des décisions de politique publique, ça concerne des choix technologiques, ça concerne des choix de santé, ça concerne des choix qui sont liés aussi à l'offre telle qu'elle se rend disponible, l'offre de biens et de services, et bien sûr la communication autour de cette offre. Et en fait, ce que vont produire ces choix collectifs, en réalité, ce sont des formes de standards, c'est-à-dire des formes de niveau de vie que l'on juge intéressant, que l'on juge acceptable, que l'on juge éventuellement désirable. Et réfléchir en fait en termes de standards, de cette façon, ça permet de comprendre ce qui rend ces modes de vie extrêmement inertiels, parce qu'ils sont adossés en fait à des valeurs que nous allons partager collectivement, et dont il est extrêmement compliqué de se défaire. Et donc cette construction de standards, donc de représentation collective, tout ce qu'on appelle en anglais le taken for granted, en fait, tout ce qu'on ne renégocie plus parce qu'on y est extrêmement accroché, en fait, est bien sûr construit par ce schéma très collectif que j'ai restitué, et dans lequel la publicité joue un rôle tout à fait particulier. Parce que ce que fait la publicité, c'est de connecter de manière très concrète, avec souvent beaucoup de créativité, l'offre de biens et de services avec ses valeurs, avec ses niveaux de confort, avec ses niveaux de bien-être, avec ce que ça apporte en termes de statutaire, par exemple, ce qui est extrêmement important dans la consommation. Et c'est ça aussi, en fait, qui fabrique ces valeurs et qui les rend collectivement partagées, parce que la publicité a bien sûr une force de frappe que peu d'industries ont sur la construction de nos imaginaires. Donc finalement, le défi auquel nous sommes collectivement confrontés, c'est celui en fait de recomposer ces modes de vie, mais peut-être pas directement en agissant sur les modes de vie directement, mais par ceux qui les fabriquent, donc le rôle de la publicité, en considérant qu'éventuellement la publicité peut elle-même, et c'est ce qui a été dit tout à l'heure, être un levier pour des transformations de l'offre. Donc on voit bien que du coup j'ai un peu renversé la perspective telle qu'elle est souvent proposée quand on parle de mode de vie. On nous dit voilà, il va falloir maintenant du coup qu'on agisse sur les modes de vie, mais moi je pense qu'il faut agir par les modes de vie, ce qui est un tout petit peu différent, parce qu'agir par les modes de vie, c'est finalement désigner ce qui les structure. Merci beaucoup Sophie. Et je vais donner la parole maintenant à deux acteurs, en commençant par Hélène Fraisse, donc directrice de la communication de LVMH, avec ces marques qui font rêver tout le monde, et ces publicités qui font également rêver tout le monde, et qui ont non seulement des produits, mais aussi des décors. Et les stéréotypes, c'est presque plus les décors. Donc comment est-ce qu'on crée ces imaginaires ? Alors, c'est vrai qu'on a une chance et une particularité très forte dans le luxe, enfin qu'on partage avec d'autres, c'est qu'on est vraiment des prescripteurs de tendance, que d'une certaine manière, on crée le désirable. Et depuis toujours, la définition même du luxe, c'est la rencontre entre le désirable et le durable. Et le durable, c'est extrêmement important dans le luxe. À la fois parce qu'on a le temps long de nos maisons, qui sont souvent multiséculaires et qui, du coup, ont par définition une logique de durabilité dans leur histoire, dans leur patrimoine, dans leur terroir. Ensuite, parce qu'on a aussi la volonté et la capacité de jouer et de faire vivre une forme de transmission. Et c'est même ça l'enjeu premier de nos maisons, que de continuer à évoluer et à vivre dans ce temps long. Et enfin, parce qu'on travaille beaucoup sur des matières premières qui sont des matières premières par définition d'exception, de haute qualité. Et donc, avec ces matières premières vient l'idée d'une durabilité du produit. Alors, c'est vrai que là, aujourd'hui, on est quand même un peu à un moment où il y a un changement de paradigme et que l'enjeu, vraiment, c'est de rendre le durable désirable. Et on a une responsabilité très forte qu'on assume pleinement, alors qu'en fait, on assume depuis longtemps. Je dis juste au passage que chez LVMH, il y a une direction de l'environnement depuis 1992, preuve que ce sujet-là ne nous fait pas peur et qu'il est même intrinsèquement lié à notre développement. Mais c'est vrai qu'on fait évoluer nos produits à travers ce prisme-là, pas sous l'angle du tout de la contrainte, parce que quand vous voyez un travail fait par exemple par un Virgil Abloh sur des nouvelles collections de sneakers, il le fait par l'envie qu'il a de le faire,
le travail qui est fait aussi, par exemple, par une maison espagnole que nous avons qui s'appelle l'OEV et qui fait beaucoup de travail sur l'utilisation du cuir et des chutes de cuir et qui finit par produire des sacs qui sont presque plus beaux que ceux qu'ils auraient produits en première intention avec un cuir directement d'origine. On a Guerlain, d'autres maisons qui travaillent beaucoup sur ces sujets-là. Et donc, nos produits évoluent. Et évidemment, avec nos produits, il y a une évolution des représentations et de la manière dont on utilise l'image, la communication, la publicité, jouant pleinement de notre responsabilité que, encore une fois, on assume. Alors, on l'assume d'abord parce qu'on est un acteur responsable et qu'aujourd'hui c'est difficile d'échapper à ces réalités-là, mais aussi de façon assez pragmatique parce que 80-90%, quasiment la totalité de nos produits dépendent de la nature. Et que donc on a un vrai enjeu face à cette dépendance de sauvegarde des écosystèmes, de sauvegarde de la nature. Il n'y a pas de champagne sans raisin, il n'y a pas de parfum sans fleurs, et on en est évidemment plus que conscient. Et quand je dis ça, c'est pas simplement compenser, s'arranger pour que voilà, les choses se passent pas trop mal, c'est vraiment rendre à la nature ce que nous lui empruntons, et même être dans une logique de régénération par rapport à ces écosystèmes. Donc, oui, le durable, oui, la désirabilité du durable, et on accélère évidemment le mouvement dans l'enjeu qui est le nôtre aujourd'hui, et dont on parle beaucoup cette semaine, mais dont on parle en fait tout le temps et toute l'année. Mais il y a un point qui est crucial et qui est fondamental pour nos maisons, c'est la liberté créative. C'est-à-dire que la limite, et on est très content de l'existence de ce guide par ailleurs, parce que c'est vrai que ça fixe un certain nombre de points de référence, mais notre boussole à nous, c'est l'ADN de nos maisons. Et la manière dont nos créateurs, nos designers utilisent, exploitent, développent, font vivre cet ADN des maisons. Et c'est ça leur boussole, bien plus que toute forme de contrainte qu'on pourrait leur donner. Et par ailleurs, les designers, les créateurs, c'est des gens qui sont les deux pieds, des pieds légers, mais des deux pieds dans leur époque. Et qui donc façonnent les tendances, les anticipent, les modèles, et sont donc pleinement conscients de ces enjeux. On a même tout un travail qu'on fait en particulier avec la centrale Saint-Martin's à Londres, d'éducation des gens qui seront les designers de demain, avec un programme qui s'appelle Maison Zéro, qui est vraiment fondé sur cette logique de luxe régénératif, et qui, en fait, crée une nouvelle génération de designers. Donc, tout ça pour dire, oui, responsabilité importante qu'on assume pleinement dans la construction des représentations et des comportements qui vont avec ces représentations, mais par la créativité, par la liberté créative, pas par la contrainte. Et on est tous, je pense, convaincus que c'est plus cet horizon-là, avec l'aspect positif qu'il peut véhiculer, qui donnera vraiment du pouvoir au changement, et c'est par le changement et la créativité que le changement peut s'opérer. Merci beaucoup Hélène, c'est tout à fait l'approche positive que Jean-Laurent évoquait, et j'en profite pour annoncer qu'il y aura une version anglaise d'ici peu. Donc effectivement, on en enverra à Saint-Martin's. Raphaël De Andréis, donc en tant que armée de créatifs, il y a des créatifs dans les maisons et il y a les agences, et qui ont un rôle décisif sur ces questions-là. Donc, quelle est la réflexion d'Avas sur ce sujet, sur ces stéréotypes? Je reprends. Pouf, on m'entend, oui. Je reprendrai le mot de l'introduction de Jean-Laurent Bonnafé quand il parlait de pivot. Je pense qu'il faut qu'on soit d'accord. On n'est pas dans un... Et je reprends vos termes aussi, vous nous mettez une pression utile. On n'est pas dans un moment de glissement doux, on est dans un moment de pivot. Et ce moment de pivot, il est excitant, effrayant, mais voilà, de toute façon, on n'a plus le choix, les chiffres sont là. Voilà. Donc notre cerveau gauche nous intime, je dirais, l'ordre d'avancer tous ensemble. Et c'est en ça, d'ailleurs, que cette assemblée de marques et d'agences est formidable. Nous, au fond, c'est quoi le problème qu'on doit résoudre? On vit sur une mythologie, si je reprends un peu le terme barthien, la définition barthienne des représentations, on vit sur une mythologie qui a été inventée plutôt par les Américains, plutôt dans les années 60, schématiquement, et qui est extrêmement puissante, et qui est sur le toujours plus au fond. Et on en a tous profité, sans savoir très bien, sans trop réfléchir aux conséquences. Aujourd'hui,
l'enjeu, il est de basculer dans une autre mythologie, et c'est ce que notre guide propose. Je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que ça ne pose pas des questions de liberté créative, mais il est de basculer dans une autre mythologie qui fait que on va, et je reprends ton mot, désirer un monde qui n'est pas le monde qu'on nous a appris à valoriser. C'est-à-dire un monde plus frugal, un monde où il y a plus de recyclage, bref, tous les termes du guide. Et donc, au fond, la difficulté qu'on a, c'est de substituer à une mythologie du désir, parce que le désir est la porte d'entrée de l'action, hein, pour l'être humain, à une autre. Donc ça, c'est pas rien, mais il faut qu'on soit déjà d'accord sur ce truc-là. Et j'ai l'impression que quand j'entends les uns et les autres, y compris vous d'ailleurs, vous dites, bah, si on n'a pas envie d'y aller, ça sera difficile. Bon, donc ça, c'est un sujet qui est très important. Après, on pourrait se dire, oh bah, si on fait ça, on va tout perdre. Mais il s'avère qu'en parallèle, notre marketing, notre façon de faire du commerce, il est un peu à bout de souffle. Je vous donne un exemple. Nous, chez Havas, on a une étude qui s'appelle Meaningful Brand qu'on fait depuis 15-16 ans et qui, en fait, me pose une question qui est redoutable aux consommateurs. C'est dans le monde entier, c'est plus de 30 000 interviews par an. Elle dit, au fond, cette marque, si elle disparaissait, est-ce que ce serait un problème pour vous ? Et là, je peux vous dire que ce n'est pas les mêmes résultats que si les gens vous disent, est-ce que vous aimez cette marque ? Oui. Est-ce que vous la connaissez ? Oui. Est-ce que vous la recommanderiez à un ami ? Oui, pourquoi pas ? Et si elle disparaît, c'est grave ? Bon non, j'en prendrai une autre. Donc là, vous êtes sur un truc qui est très violent et qui finalement fait un peu démode tout le vieux marketing, si j'ose dire, enfin le marketing qui marchait avant. Et là-dessus, il y a 75% des marques qui pourraient disparaître dans l'indifférence générale. Donc de toute façon, notre système aussi, d'une certaine manière, il est à bout de souffle. Et donc tout ce sujet, tout ce qu'on doit faire ensemble, c'est se dire, puisque les jeunes, puisque les collaborateurs, puisque les citoyens, puisque les clients, puisque la plupart des gens qui en ont les moyens, hein, je rappelle qu'un Français sur 5 est à 1 euro près pour ses courses. Donc ceux-là, on va peut-être leur foutre la paix pendant quelques temps pour qu'ils puissent déjà accéder aux besoins de première nécessité. Mais sur les 75 autres pourcents, à un moment donné, on doit construire ce nouveau désir, cette nouvelle mythologie pour bouger les gens. Parce qu'aujourd'hui, les gens ils vous disent tous, c'est très important, mais ils ne bougent pas vraiment, pour faire court, ou pas assez, en dehors d'une partie des jeunes. Donc tout l'enjeu, il est là, il est excitant, il est un peu effrayant, mais il est absolument nécessaire, y compris pour se sauver nous-mêmes. Donc je pense que tout nous mène à cette transformation plus que transition. Entre le besoin de liberté des créatifs dont vient de faire état Hélène et qui doit exister aussi chez Havas, et cette injonction, alors j'ai été très frappée dans l'intervention de Léa par il ne faut pas faire ci, on veut changer ça, c'est autre chose, mais le autre chose est à réinventer. Comment vous sentez ce mélange entre injonction, réinvention Alors en tant que Français et Européens qui essayent de substituer un modèle dominant à un autre, puisque je parle des Américains, j'adore les Américains, mais puisque c'est un moment où finalement l'Europe et la France a son mot à dire sur les nouvelles mythologies, moi, ce qui m'inquiète, c'est ce qu'on aura encore droit au second degré. Non, mais ma peur, c'est que c'est plus drôle de se moquer d'un macho que d'un quelqu'un bien sous tout rapport. Mais pour se moquer d'un macho dans une grosse voiture, encore faut-il pouvoir montrer un macho dans une grosse voiture. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc moi, ma question, c'est est-ce que un pays comme le nôtre, qui est un pays qui a de l'esprit, un pays qui aime rigoler, un pays parfois paillard, est-ce qu'on peut faire un peu le pari de l'intelligence, ou est-ce qu'on biffe nos trucs de manière un peu robotique ? Et ça, c'est ma crainte. Je pense qu'à côté de l'écologie, il faut juste un droit à l'humour ou un droit à la liberté créative intelligent. Mais notre métier est très régulé. Vous savez, il y a la RPP et ce genre d'institutions qui vérifient les choses. Donc je fais confiance à la régulation pour nous réguler. Est-ce qu'on pourra encore un peu garder le second degré ? Moi, je pense que c'est vital. Je ne sais pas comment faire exactement. Oui. Effectivement, ça doit être difficile. Après, l'esprit français, depuis le XVIIIe siècle, est quand même bien inscrit dans les valeurs profondes. Donc, et après tout, les stéréotypes, c'est qu'une moyenne. Donc, ce n'est pas non plus des choses absolues. Enfin, c'est de la référence. Une petite couche de... Je ne porte pas de jugement, mais disons, parce que le wokisme aujourd'hui est très mal sémantisé, mais une petite couche
aussi de vraies questions qui sont posées sur la représentation de la société dans sa diversité. Et, voilà. Et là, vous êtes sûr que vous avez quand même beaucoup de contraintes pour nos pauvres créatifs. Mais bon, je pense qu'il faut y aller, il n'y a pas de doute. Léa, comment est-ce que vous réagissez à ces... Bon, je pense que sur ce sujet-là en particulier, on est sur une autre question que celle des enjeux environnementaux. Oui. Mais sur la question de la liberté créative, qui est effectivement une question primordiale, vous le dites d'ailleurs, hein, vos créatifs vivent avec leur temps, et en fait, ce qui fait aussi, je pense, l'ADN d'une maison, c'est sa capacité à se réinventer tout en restant fidèle à ses racines. Et en fait, le terme d'injonction est un peu trop présent, je trouve, dans le débat public, parce que c'est la manière dont c'est perçu. Et il faut réinventer cette manière aussi de présenter les choses, mais c'est pas une injonction, c'est qu'en fait, là, si on suit aujourd'hui ce qui est en train de se passer à la COP26, si on suit les politiques publiques climatiques qui sont en cours, on va arriver à un monde à plus de 2,7 degrés. Bon, on ne va pas refaire tout le film, mais c'est un monde dans lequel vous avez c'est pas juste de la température, hein, vous avez tout un tas de problèmes climatiques évidemment, mais vous avez des phénomènes météorologiques de plus en plus violents, des inondations, tout ça. Bon. Vous avez aussi des problèmes politiques, vous avez des migrations, donc c'est vraiment un monde duquel on ne veut pas. Et en fait, il ne faut pas considérer ça comme une injonction de ne pas arriver à ce monde-là. Il faut voir ça comme un défi pour les créatifs. En fait, c'est un cadre dans lequel ils s'insèrent, et il faut que ne pas véhiculer ces stéréotypes-là, ce soit en fait une nouvelle normalité, et pas une contrainte. Il faut vraiment voir ça du côté challengeant, en fait, parce que le côté positif, il passe par ce côté-là, ce côté vraiment, ok, on est face à un mur immense, et on a un défi énorme dans les prochaines années, et c'est à nous de le résoudre. Et il y a quelque chose aussi là de l'ordre du puzzle qui en fait est extrêmement stimulant. Donc les créatifs, dont la liberté doit être assurée, elle doit aussi s'intégrer dans un cadre qui fait que nos existences puissent être soutenables, quoi. Je pense que nos créateurs, nos créatifs, hein, que ce soit en agence ou dans... Leur fonctionnement, il repose sur l'invention, sur l'idée que ce qu'ils font, ils ne l'ont jamais fait, ils ne l'ont pas fait comme ça, d'autres ne l'ont pas fait, et que ce n'est pas encore ça qui se fait. Et donc, d'une certaine manière, c'est une chance dans la situation dans laquelle on est, parce que cette envie de réinventer et de façon construite, avec des racines, avec des éléments forts, hein, de référence, c'est ça qui nous projette dans une nouvelle réalité. Et donc, c'est vrai que voilà, j'opposerais vraiment l'invention à l'injonction en disant qu'au fond, c'est notre chance. Et c'est la seule voie par laquelle, de l'autre côté aussi, je pense, le consommateur nous suivra et le client continuera à aimer nos marques, même si il gagne en indifférence. Sophie, pas les tiennes. Un commentaire de Sophie. Oui, je crois que là-dessus, on est tous d'accord. C'est-à-dire que cet exercice, finalement, d'invention de nouveaux modes de vie, ça passe par une phase créative. Alors, ça passe par une phase éminemment politique et démocratique, hein, parce qu'il faut que nous débattions de ces questions-là. Mais il y a un moment donné où il faut pouvoir donner des représentations de ce que pourraient être ces modes de vie. Et je pense que dans ce cadre-là, en fait, l'expression publicitaire, aussi comme mode d'expression d'ailleurs de culture populaire, il ne faut pas l'oublier, en fait, à toute sa place, et même à une place tout à fait singulière, il me semble. Raphaël, je vous ai coupé la parole. Oh non, je crois que j'ai à peu près dit ce que je voulais dire. Alors, le gros avantage, je rassure toutes les entreprises présentes, le gros avantage de PE, c'est qu'on n'est pas du tout dans l'injonction. On est dans voilà quelque chose pour que les entreprises qui ont envie d'être en avance sur le reste du monde s'en inspirent. Donc, on n'est pas. Voilà, c'est plutôt. On a senti une perplexité sur à quoi ça ressemble. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait l'étude Zen. Les membres de PE étaient perplexes sur à quoi ça ressemble. Et on a senti cette même perplexité chez des citoyens. Puisqu'on avait fait à l'époque un panel citoyen, et à quoi ça ressemble. Et donc, on a besoin de réinventer. Et c'est vrai que c'est un petit peu comme l'a dit Léa tout à l'heure. Il y a des choses dont on sent qu'il faut les changer, mais pourquoi ? Et cette réinvention, c'est aux créatifs de la faire. Et donc, on est très content de passer ce bébé et à la sphère créative qui va inventer ces nouveaux imaginaires et nouveaux modes de vie. Peut-être un dernier point, c'est que aussi de la part des jeunes, du coup, que je représente par procuration ici, il y a une vraie attente de ce côté-là aussi de nouveaux modèles, parce qu'il y a un vrai sentiment de perdition en fait dans la jeunesse. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'éco-anxiété. Il y a une étude qui est sortie il y a quelques semaines qui montrait que 75% des jeunes Français se sentaient anxieux face au changement climatique. C'est énorme. Et en fait, ça, c'est toute une partie de la population qui a besoin de nouveaux repères.
Et ces nouveaux repères, ils vont être créés en partie par la publicité et par le marketing, parce que les entreprises vont en faire. Et il y a vraiment quelque chose de l'ordre moral aussi, qui est important à considérer quand même dans cette perception-là qu'on va avoir de nos futurs. Moi, juste pour rebondir sur ce que vous dites, moi en tout cas, je ne sens aucune forme de cynisme dans l'industrie de la communication, Agathe va parler, chez les clients. Je veux dire, je le dis de manière très transparente, je sens de l'inquiétude, parce que la publicité, c'est la partie facile, si j'ose dire, parce que quand derrière, il faut basculer des financements, des produits, c'est autrement plus difficile. Mais je tiens à le dire, je ne sens aucun cynisme. Pour moi, on est face au pire devant des gens un peu désarmés face à l'enjeu. Ça, c'est possible. Mais en tout cas, personne ne se dit encore, voilà, encore une heure, monsieur le bourreau, tout le monde veut y aller. Clairement, c'est compliqué. Il ne faut pas emporter l'humour, voilà, le second degré. Mais ce n'est pas facile, parce que quand vous appliquez tout le guide que je fais mien totalement, il faut garder une forme d'interprétation justement pour pouvoir en rire peut-être. Il faut qu'on voit bien que c'est du second degré. Des stéréotypes, il faut que ce soit autorisé, par exemple. Parce que si on dit on ne les montre pas, ça veut dire qu'on ne peut plus en rire. Donc c'est ce genre de choses qu'il faut... Comment ? On ne les montre pas comme objet désirable. On ne les montre pas comme objet désirable. C'est une très, très bonne conclusion. Et si Merci beaucoup. On va... Oui, Pardon, Hélène. Je voulais dire que si au passage, ça pouvait redonner un peu des lettres de noblesse à la communication en général, hein, comme étant un facteur d'accélération dans une situation dans laquelle la question du temps est absolument fondamentale. On voit tous que c'est ça le sujet principal. Franchement, ça serait pas mal aussi, parce que je crois qu'on a un peu... Je crois que ça va grip là-dessus. Justement être un des sujets qu'on va aborder dans la deuxième table ronde. Et je vous remercie tous les quatre très vivement. Il faut peut-être essuyer les micros. On peut peut-être essuyer les micros. Voilà, on essuie les micros. Et donc, je vais demander à Agathe Bousquet, Valérie Candelier de Renault, Agathe Bousquet, présidente de Publicis France, Valérie Candelier, directrice marketing et communication de Dacia, qui est là au nom du groupe Renault, et Arnaud Leroy, président de l'ADEME, de me rejoindre pour une seconde vision d'acteur, dont un acteur public. Et peut-être commencer par donner la parole à Agathe, puisque après tout, cette question de la valeur ajoutée, de réinventer, de devenir de la filière vient d'être posée, et que vous avez beaucoup travaillé pour la filière cette année. Vous m'entendez ? Bonsoir. Oui, oui. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci beaucoup. J'ai trouvé la première table ronde super intéressante, à la fois sur, en effet, ce moment pivot dont Jean-Laurent Bonnafé parlait et que Raphaël évoquait aussi. C'est vrai que j'ai l'impression de n'avoir jamais autant passé de temps que ces peut-être 12 ou 18 derniers mois sur des sujets de responsabilité, de transition écologique, de transformation de nos métiers. Et je pense que Raphaël a raison de dire que ce n'est pas juste moi, parce qu'on a travaillé avec Arnaud Leroy sur un rapport que Matignon nous a demandé sur les engagements volontaires du secteur sur le sujet de la transition écologique. C'est vrai que ça nous a pris un petit peu de temps. Mais c'est bien plus que ça. C'est parce que c'est au cœur de ce que nos syndicats discutent toute la journée. Et c'est aux syndicats professionnels, notamment la ACC, vous l'avez évoqué, l'UDECAM, tous nos syndicats, mais c'est aussi au cœur de ce que nous interrogeons avec nos clients tout le temps. Et je veux quand même dire, de ce point de vue-là, que ça existe depuis un petit moment. C'est-à-dire que c'est vrai que là, il y a une espèce d'accélération. Il y a la Convention citoyenne qui a donné un très grand coup sur le sujet, qui a mis un coup de projecteur très très fort sur comment est-ce qu'on conçoit nos campagnes, comment est-ce qu'on produit, mais aussi comment est-ce qu'on peut promouvoir des choses différemment. Mais on avait invité au groupe chez Publicis, on avait invité il y a quelques années Nicolas Hulot, c'était avant la pandémie, pour venir nous parler de ces sujets-là, et je lui avais demandé s'il respirait bien, si c'était pas trop dur pour lui d'être dans le grand temple du grand capital de la réclame Publicis. Et il avait dit, mais un peu ce que vous disiez, mademoiselle, tout à l'heure, il avait dit, mettez l'énergie des créatifs dans le bon sens, et au fond, on a besoin de vous, parce que sans communication, on ne s'en sortira pas. Et ça fait quand même longtemps que les marques, que les patrons d'entreprise, que les patrons de communication s'interrogent sur comment mettre une intention, parce qu'on sait qu'on est là pour changer aussi des comportements d'achat, des comportements sur les services, des comportements tout court. Il n'y aurait pas de tri de nos déchets si on ne nous avait pas expliqué
comment est-ce qu'on trie nos déchets et pourquoi on trie nos déchets. Donc on voit bien qu'on a un rôle majeur à jouer et c'est vrai qu'il y a une accélération. Il y a une accélération notamment parce que notre industrie, qui n'a pas été la première à être montrée du doigt, parce qu'il y avait dans l'énergie, dans l'acier, dans l'industrie, des sujets dans l'automobile, des sujets industriels justement, notre industrie de la communication, et qui j'embarque dedans les médias, hein, pas uniquement les agences et les annonceurs bien sûr, il a été vu par la Convention citoyenne à quel point on pouvait jouer un rôle en effet dans la promotion des bons messages, à quel point aussi on pouvait produire mieux. Et d'ailleurs, ça pose énormément de questions. Tout à l'heure, on évoquait le sujet des réglementations. On peut produire mieux, on peut produire plus local, on peut produire plus proche de la communication. Ça implique des changements de réglementation parce que ça coûte beaucoup plus cher aujourd'hui encore. Mais vraiment beaucoup, beaucoup plus cher de produire des campagnes de communication publicitaire. Ce n'est pas le cas pour le cinéma, mais c'est le cas pour la publicité, quand on produit en France. Et c'est vrai que c'est pareil pour des événements 100% recyclables. Tout ça, c'est des créations de filières, en réalité, qu'on peut développer, mais pour ça, il faut être soutenu par les réglementations pour le faire. Donc nous, on a travaillé avec Arnaud à dire c'est quoi le cadre commun dans lequel tout le secteur peut s'engager pour mieux mesurer, parce qu'on a un sujet d'abord de mesure, de quel est l'impact de notre secteur, du marketing, sur l'environnement. Et c'est vrai que là-dessus, on manquait de KPI communs, d'indicateurs communs. On a beaucoup avancé ces derniers temps avec les agences, notamment à définir un cadre commun pour pouvoir se mesurer. Parce que se mesurer, après, chacun choisit sa calculette, son organisme pour calculer, très bien. Mais la question, c'est qu'on calcule tous la même chose et qu'on puisse regarder les démarches de progrès qu'on fait, s'engager sur comment est-ce qu'on produit mieux. Et là, il y a des filières à développer et il y a des réglementations qui doivent aider. Parce qu'on sait aujourd'hui éco-concevoir et éco-produire des campagnes. Il y en a plein tous les jours qui sont éco-conçus. Et on a de grands clients qui sont engagés sur ces sujets-là très activement. Mais ça a un coût. Donc parfois, quand on présente deux devis, voilà, il faut faire des choix. C'est pour ça que je dis souvent que la révolution environnementale dans laquelle on est, elle va demander des investissements à peu près aussi importants que la révolution digitale qu'on a dû mener il y a quelques années. Il faut l'assumer. Et puis, il y a des engagements à prendre sur, en effet, ce qu'on promeut. Et là-dessus, bien sûr, le guide donne des indications, mais on ne va pas se tromper. Tout à l'heure, on parlait des créatifs. Ce sont des gens extrêmement sensibles. Ils ne vivent pas dans un bocal. Ils ont des enfants. Voilà, ils ont un entourage. Et comme dirait le directeur de création avec qui je travaille tous les jours, il dit « Je n'ai aucun plaisir à faire une campagne pour un produit pourri, de mal la concevoir. Au contraire, plus c'est des sujets de responsabilité, plus il faudra être très créatif pour donner envie, au fond. » Donc voilà, donc c'est sur tous ces sujets que le secteur, en effet, est extrêmement engagé. Moi, je trouve, en effet, on a, comme le disait Raphaël, parfois des moments de flottement pour ne pas perdre, au fond, ce qui fait l'âme de ce secteur, le fait de chercher des idées, de les créer bien. Et aussi, il y a un sujet parfois pour certains acteurs qui parfois sont des petits acteurs, les agences ne sont pas toujours des très grands groupes, il y a des agences, c'est le coût que tout cela représente, qui honnêtement est un vrai coût pour nos annonceurs, mais qui est aussi un vrai coût pour les agences dans la gestion de leur quotidien et dans leur transformation. Merci beaucoup Valérie. On va venir à un grand annonceur, secteur automobile, et qui fait l'objet de plusieurs des stéréotypes, parce qu'effectivement c'est une grosse partie de la publicité. Absolument. Et c'est une partie qui bouge beaucoup. Enfin, on voit le Renault en particulier qui tire la demande très fortement. Comment vous réagissez par rapport à ce guide? Est-ce qu'il va trop loin, pas assez loin? Est-ce qu'il pourrait être plus voilà, et éventuellement quel usage vous allez en faire? En réalité, vous m'entendez? Oui, c'est bon. En réalité, bien évidemment que ce guide, il amorce la transformation. Et donc, en ce sens, on le soutient complètement. On le soutient d'abord parce que, pour rebondir un peu ce qui a été dit lors de la première table ronde et ce que vient de dire Agathe, en fait, le groupe Renault, ça fait très longtemps qu'il est déjà engagé et qu'il a ce souci d'accompagner la transition écologique. Donc, pour nous, finalement, ce guide s'inscrit comme une continuité de plus de 10 ans d'engagement du secteur automobile et notamment du groupe sur cette transition écologique. On a quand même été, je le rappelle, on a amené l'électrique sur le marché, on a été leader, on est leader encore dans certains pays. Donc l'électrique, pour nous, c'est une façon de démocratiser et de donner accès au plus grand nombre à la transition, à cette forme de transition écologique. C'est un exemple très concret de ce qu'une entreprise peut faire. Nous, notre volonté, ça a été vraiment de démocratiser l'électrique, de la rendre accessible à tous. C'est une forme de transition, on parlait du coût de la transition écologique, c'est une forme de transition abordable. Et ça, c'est important parce que je pense que
On parle beaucoup de publicité, évidemment, c'est le sujet, hein, vous allez me dire. Mais je pense que, évidemment, que la publicité a vocation à finalement faire la promotion de comportements vertueux qui vont aider à changer les modèles sur la transition écologique, qui vont inspirer, qui vont être source de création. Ça c'est sûr. Par contre, attention, je pense qu'on ne peut pas dire que la publicité va tout résoudre. La publicité porte là une stratégie d'entreprise. Et je pense que ça, c'est important. Si la stratégie, si les entreprises ne sont pas engagées dans cette transition écologique, je pense qu'il ne se passera rien. Donc il y a ça aussi. On peut parler de publicité, mais là, encore une fois, la publicité, c'est le reflet d'une stratégie d'entreprise. Et en cela, le groupe Renault, pour le coup, injecte beaucoup de son engagement dans cette transition écologique, dans sa communication et dans ses différentes publicités, que ce soit la publicité Renault ou la publicité Dacia, où récemment d'ailleurs on a remis sur le marché le véhicule le plus abordable sur l'électrique, qui vise aussi à toucher des jeunes et des catégories qui se sentent concernées et qui ont besoin de voir ces évolutions sur le marché. Donc ça, c'est un point que je tiens à préciser, parce qu'aujourd'hui, dans les actions, on investit globalement, je vais vous donner un chiffre, hein, plus de 70% de notre investissement média est dans la communication électrique. Donc c'est énorme, 70%. Mais ça montre aussi que derrière, il y a une stratégie d'entreprise, il y a un engagement d'entreprise à changer les choses. Donc ça, c'est le premier point. Donc le guide, il s'inscrit clairement dans cette démarche. On retrouve énormément, je pourrais prendre des exemples du guide qu'on applique déjà. D'ailleurs, plusieurs exemples du guide viennent de chez vous. Oui, tout à fait. Mais avec beaucoup d'humilité, parce qu'on l'a dit lors de la première table ronde, on a besoin de trouver les codes, pour représenter ces nouveaux modes de vie. On a besoin de faire travailler les créatifs. C'est un travail d'équipe, c'est une réflexion commune. Et surtout, le deuxième point sur lequel je souhaiterais insister, et ça a été aussi abordé lors de la première table ronde d'une façon un peu différente, je pense que pour le groupe, pour nous, en tant que constructeur automobile, ce qui va être important dans l'avenir pour accompagner cette transformation, c'est de responsabiliser sans exclure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour nous, ce qui compte, c'est la diversité. C'est montrer la diversité des usages. Parce qu'on ne peut pas s'enfermer dans un seul modèle. Vous l'avez dit, le guide, il n'a pas vocation à faire ça. Mais c'est mieux en le disant. C'est-à-dire qu'en fait, à force de vouloir créer il ne faudrait pas s'enfermer dans un rôle modèle pour le climat qui lui-même deviendrait un stéréotype dans 10 ans. Parce que les choses vont évoluer très très vite et on ne sait pas comment on sera dans 10 ans, quel finalement mode de vie on aura dans 10-15 ans. Peut-être que ce sera complètement opposé à ce qu'on fait aujourd'hui, complètement différent de ce qu'on aurait pu imaginer. Donc il faut qu'on accompagne cette diversité. Il faut qu'on s'en serve, qu'on ne diffuse pas au travers de la publicité un seul modèle. Dans une publicité, je vais vous donner un exemple sur l'autosolisme. Il ne faut pas, effectivement, alors moi je suis complètement à fond, je suis complètement d'accord sur le fait qu'il faut éviter de véhiculer effectivement des images d'une seule personne dans une voiture, etc. Mais néanmoins, sur le principe, bien sûr qu'on est tous d'accord, mais on raconte des histoires dans la publicité. Avant tout, on raconte une histoire au service d'une marque. Et pour faire rêver les gens. Et aussi pour que les gens, la publicité, c'est le reflet de la société et de son évolution. Donc il faut que les gens se retrouvent dans la publicité. Donc quand vous avez, par exemple, vous racontez une histoire, si pendant cette histoire, vous avez 3 secondes, vous avez quelqu'un de seul à son volant, parce que dans le cadre de l'histoire, il a besoin d'être tout seul, mais que 10 secondes après, bah, du coup, il fait de l'autopartage et il met dans sa voiture 3 personnes, et bah, tout va bien. Très bien là. Mais c'est ça que je veux dire. C'est qu'il faut qu'on fasse attention dans ce souci de manager la transition écologique et de changer les modes de vie, les représentations en publicité, de vraiment montrer la diversité des usages. Et pour moi, c'est vraiment, je pense, ce qui est important pour nous et c'est ce à quoi on va s'attacher, en fait. Et je pense qu'on est complètement d'accord. Et la notion de stéréotype, c'est au contraire, il y a des choses qui sont très systématiques et il faut essayer de rediversifier, de montrer d'autres situations. C'est exactement ça. Donc on est tout à fait dans cette... Enfin, le guide, avec cette identification de stéréotypes, vise exactement à faire pivoter, mais en gardant la diversité. Arnaud
Merci beaucoup. L'ADEME est un pionnier a fait depuis 15 ans les premières campagnes sur les manger locales et de saison à l'époque, et a travaillé de nombreuses années sur la plateforme pour un marketing écologique. Et donc, comment est-ce que, avec cette expertise sur les modes de vie, les changements de comportement, vous voyez ce guide? Alors, bonsoir à toutes et tous. Peut-être rebondir aussi, et je dirais à la fin ce que on pense du guide. Parce qu'il y a eu quelques mots forts, hein. On parlait tout à l'heure de liberté de création, et je pense que sur le sujet de la transition écologique, on peut élargir la focale et parler de liberté. On voit très bien ce qui nous est aujourd'hui, en tout cas les modèles de société qui sont portés parfois par certaines familles politiques, viennent toucher la question des libertés individuelles. Et c'est un débat qu'on aura certainement dans les prochaines années. Donc, moi, ce que j'essaie de faire à la tête de l'ADEME, c'est essayer de compiler les ingrédients pour fabriquer, une transition écologique démocratique, ce qui est un vrai sujet, et qu'il ne faut pas minorer, qui soit partagé, parce que tout à l'heure, j'entendais Léa du Réveil écologique. Après, nous, on travaille aussi avec d'autres contingents de la jeunesse française, et cette approche, alors je rebondis et je partage sur l'éco-anxiété. On voit d'ailleurs un nouveau terme en termes de psychologie, le pré-traumatisme, notamment avec un traumatisme climatique qui est annoncé, qu'on imagine, et on voit très bien, je lisais un article dans Le Monde super intéressant là-dessus, des praticiens qui sont confrontés aujourd'hui à une jeunesse qui vient et qui... donc ils ont inventé ce terme de pré-traumatisme, parce qu'ils viennent exprimer leur angoisse sur la question du changement climatique. Et à l'inverse, quand on fait sur des panels, des cohortes générationnelles, on voit très bien qu'on est sur une jeunesse qui est encore très consommatrice, très utilisatrice notamment de numérique, en sachant qu'aujourd'hui le numérique est aussi a une vocation d'impact environnemental assez notée et documentée, voyage beaucoup, parce que c'est la jeunesse qui a connu les Ryanair, les Vueling, les EasyJet. Donc voilà, ils sont habitués à ça, donc c'est un vrai truc. Et on a fait une séance très intéressante sur la sobriété. Donc on a réuni pas mal de personnes, des professionnels, notamment de l'habillement, pour faire un travail sur la sobriété. Et donc on a fait réaliser avant tout ça un sondage. Alors je sais que les sondages c'est très négatif, mais ça nous donne quand même une petite image. Et c'était intéressant de voir qu'on avait 62-63% des Français qui aspiraient à consommer plus. Donc nous, on était là à porter un message de sobriété en essayant de trouver un petit peu comment on peut dessiner ce modèle de société autour de la sobriété, qui est un vrai enjeu. On parle beaucoup du changement climatique, dont vous travaillez beaucoup aussi sur les ressources. Ça a été dit tout à l'heure par la personne d'LVMH. Il y a un sujet à terme d'accès aux ressources, aux matières. Donc, et on le voit notamment dans l'habillement, vous avez quelques grandes enseignes à côté qui développent des rayons complets de seconde main, des choses comme ça. Et ça n'a pas été porté par la pub ou la communication, ça a été porté par les usages. Donc il faut aussi qu'on arrive à rabibocher le côté on fabrique de l'imaginaire par la communication et la publicité et des usages qui se développent. Et vous le voyez aujourd'hui par rapport à la mobilité, on a une crise dans le marché de l'occasion, parce que les Français se ruent sur des voitures d'occasion et pas nécessairement sur des véhicules électriques, même si on a des modèles de financement qui sont plutôt attractifs pour certains modèles. Donc voilà, vous voyez, il y a ça aussi à voir ce qui se passe dans la rue. Alors c'est le boulot des créas, ça, mais il y a aussi une réalité sur cet aspect-là. Donc ça, c'est des éléments qui sont pour nous très importants. Donc nous, on travaille, on l'a dit, on a fait tout un... Historiquement, l'ADEME s'est positionné sur les éco-gestes, le geste de tri, le geste de saisonnalité, la mobilité, la réparation. D'ailleurs, on continue nos grandes campagnes sur ce sujet-là, et on voit très bien qu'il faut qu'on accélère, qu'on aille beaucoup plus loin. La question, c'est comment on arrive à embarquer le maximum de gens, de ne pas faire peur, comment on n'inverse pas les priorités. Et moi, je l'ai toujours dit, et j'ai partagé ça avec Agathe dans le rapport, il ne faut pas non plus... la communication, celle qui est localisée en France, qui paye ses impôts, est la cible facile. Secondo, ce qu'il faut changer, c'est la question des produits. Ça a été dit tout à l'heure, vous le disiez juste avant. Moi, je revendique ça. La communication a un rôle, elle emballe quelque chose, elle raconte une histoire, que ce soit la publicité ou la communication, mais derrière, et ça a été une des limites que nous, on a vues dans notre rapport. Donc il y a eu parfois une petite incompréhension par rapport à ce qu'on avait mis sur la table et ce que les gens en attendaient. Moi, on ne m'a pas demandé d'aller voir Air France pour qu'Air France invente un nouveau business model. Ce n'était pas ça l'enjeu. Donc il y a tout un travail sur les annonceurs, mais qui doit être aussi pris dans son temps long de process de changement, notamment industriel, quand on parle de l'automobile. Donc on a eu beaucoup de discussions avec la PFA, qui est la plateforme de l'automobile. Oui. Vous avez
l'industrie du tourisme qui doit aussi se réinventer. Donc on peut taper comme des sources sur la communication d'un voyage à l'autre bout du monde. N'empêche qu'il faut travailler sur la destination France, fabriquer de l'offre, et ça prend du temps. Donc voilà, donc nous on essaie de mettre tout ça bout à bout, d'accompagner ce qu'on peut accompagner en fonction des moyens dont on dispose, et sur des nouvelles thématiques. Parce que par exemple, le tourisme, c'était quelque chose qui échappait totalement à la transition écologique jusqu'à peu. Jusqu'au Covid qui a ramené le tourisme en France, en fait. Et donc, du coup, ça fait quand même bouger pas mal de choses. Et dernier point, sur la tentation du monde d'après. Vous savez, quand il y a eu le premier confinement, on était tous avec nos stylos à faire des tribunes ou à participer à des collectifs en imaginant que le monde d'après, le premier confinement, serait totalement différent. Honnêtement, on voit très bien qu'il est exactement pareil. Les données en termes d'émissions le démontrent avec encore. Un rattrapage. Et il y a peut-être aussi une volonté de rattraper le temps perdu. Donc, attention à ça aussi, entre ce qu'on peut aspirer dans certains cercles et la réalité, de nos sociétés européennes et internationales. Parce que nous, on a un niveau de développement qui nous permet de parler de sobriété. Moi, je suis les problématiques d'énergie, que ce soit en Inde, en Afrique ou dans d'autres parties du monde. On voit très bien que le discours qu'on peut tenir chez nous n'est pas toujours entendable, et en tout cas perceptible. Pas par le même, Donc voilà, donc il faut qu'on arrive aussi à trouver, notamment pour les marques internationales qui abordent plusieurs marchés, comment on arrive à trouver des interfaces avec ces marchés émergents qui sont aussi très importants. Donc voilà, et pour revenir sur le guide, parce que c'était ça l'intention première, écoutez, nous on est ravis que l'ensemble des parties prenantes, ça a été dit tout à l'heure, donc que ce soit des collectifs citoyens, le réveil écologique ou d'autres, et surtout des marques, des annonceurs, s'engagent, travaillent sur ces stéréotypes, alors qu'ils ne doivent pas être contraignants et en tout cas emprisonnants, mais en tout cas c'est un très bon document de travail qui sera certainement amené à évoluer, parce que ça a été dit, les perceptions et la société va bouger. On ne sait pas comment elle va bouger d'ici 10-15 ans, on connaît les limites du terrain de jeu, et il faudra qu'on puisse s'adapter à tout ça. Voilà. Merci beaucoup, Agathe. Vous avez peu parlé du guide. Est-ce que vous le trouvez trop loin, trop violent, en fait, trop... Non, en fait, pour être très sincère, je pense que ça... D'abord, je suis toujours très contente quand il y a de la production de contenu sur ces sujets-là, mais ce qui me frappe aujourd'hui, qui au-delà du guide, c'est le fait que la communication, tu le disais très bien Valérie, elle ne remplace pas le fait d'avoir une vraie stratégie d'entreprise. Et à l'inverse, je suis frappée de voir à quel point les communicants et nos agences aussi, par un rôle tout à fait stratégique qu'on peut avoir, qui est un rôle de compréhension des opinions, d'attente des consommateurs, d'étude des insights, comme on dit dans notre jargon, qui fait qu'à un moment, surtout quand le monde est aussi perturbé par une pandémie comme celle qu'on vient de vivre, qu'on est en train de vivre, il y a un tel besoin de connaissances et de compréhension et de repères de la part des grands patrons et de leur état-major, qu'en réalité, on est dans un moment où à la fois, bien sûr, la communication dépend de la stratégie, et à la fois, je vois de manière spectaculaire à quel point la communication apporte beaucoup d'éléments pour définir des stratégies, à quel point la compréhension, la recherche de repères joue un rôle absolument majeur, et des sujets qui étaient parfois à l'ordre du jour des COMEX en 4e ou 5e position remontent à l'agenda, notamment la question du sens, la question évidemment de la raison d'être de l'entreprise et de son rôle dans un monde qui est complètement perturbé. Et pour ça, du coup, on a besoin, les entreprises ont besoin d'énormément de comprendre, évidemment, comment est-ce que les mouvements d'opinion se font. Et en réalité, on n'a jamais, je sais que c'est pareil chez Havas, c'est pas que chez Publicis, c'est dans toutes les agences, on n'a jamais autant été à la recherche de planeurs stratégiques, qui sont des métiers finalement extrêmement traditionnels. On pourrait se dire qu'on a besoin que de gens qui font de la data et des gens qui font du digital dans nos agences. C'est absolument faux. On n'a jamais eu autant besoin de réflexion stratégique parce que justement, la communication a joué un rôle et joue un rôle particulièrement moteur pour comprendre ce qui est en train de se passer. Du coup, c'est vrai qu'il y a une interaction hyper intéressante et il y a des choses qui se passent dans certaines entreprises qui, parce que la stratégie de différenciation de l'entreprise amène à développer, comme c'est le cas au sein du groupe Renault, évidemment, de l'électrique, à un moment, ça peut aussi être poussé. Certains leviers ou certaines offres sont poussées parce qu'il y a des changements de comportement ou parce qu'il y a des attentes nouvelles que révèle justement le travail qu'on peut mener ensemble. Donc je vois, au milieu de tout ce bazar et de cette difficulté, de ces inquiétudes et surtout de comment est-ce qu'on va payer tout ça, parce que j'insiste sur ce point-là, mais vraiment, il n'y aura pas de transformation et de transition écologique des métiers, du marketing, de la communication et
que ce soit chez les annonceurs, chez les médias et dans nos agences sans investissement financier. Je vois quand même tout ça comme un moment extrêmement positif où finalement on n'a jamais été aussi connecté pour essayer de transformer les choses. Et je pense que la transformation a besoin de la communication pour rendre tangibles et lisibles les choses, à tel point d'ailleurs que parfois j'ai des débats avec la RPP, qui est notre, celui qui nous régule, hein, avec lequel on s'autorégule aussi, qui présente en effet peut-être un défaut où il y a un risque de greenwashing, où on est très sensible à ces sujets-là, parce qu'on n'a absolument pas envie d'être taclé de quoi que ce soit de ce genre. Et quand je dis on, c'est pas les agences, non, c'est toutes les entreprises. Les entreprises. En réalité, je dis toujours à mes amis de l'RPP qu'il faut que le dialogue et la co-construction qu'on va faire, à partir du moment où on sent qu'il y a un problème, en tout cas, ça doit rester publicitaire. Je m'entends, c'est-à-dire que ça ne peut pas être remplacer votre page de publicité par un extrait du rapport annuel de l'entreprise. Voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Ça doit rester des réponses qui permettent à la publicité de continuer à parler des sujets dont l'entreprise a envie de parler, parce qu'à un moment donné, elles disent le sens, la stratégie et l'orientation qu'elle prend. Donc c'est toujours ça le sujet, et quand on parle beaucoup de liberté créative, je pense que c'est ça qu'on veut dire, c'est comment est-ce qu'on continue d'avoir, avec toutes ces contraintes et avec toute cette intention, parce qu'on a une intention de faire bien, parce que vraiment, il y a en effet, mais aucun cynisme. On a affaire à des gens qui sont extrêmement sensibles au changement du monde, et qui n'ont enfin, il y a peut-être quelques-uns encore dans la profession, je ne les connais pas, Raphaël, mais il n'y a vraiment pas de cynisme, il y a vraiment une envie de bien faire et une hyper conscience des enjeux. Le sujet, c'est en effet que ça reste de la publicité. Et donc, c'est toute la... Voilà, c'est de ça dont il s'agit, parce que le jour où la publicité se transforme en publier des rapports développement durable, je vous assure que ça marchera. Ça n'intéressera pas beaucoup les gens non plus. Voilà. On est bien conscient de ça. Je vous propose... Je pourrais dire juste un mot. Oui, bien sûr. Il y a un sujet dans le rapport sur lequel on a un peu insisté, sur lequel la profession est en train de se mobiliser partout. C'est des sujets de formation. Parce qu'en fait, c'est pas si simple. Et il y a beaucoup de stéréotypes sur la transition. Par exemple, pendant très longtemps, le sujet, c'était, bon, j'arrête le papier, qui par ailleurs, dans plein de boîtes, dans plein de médias, à la poste ou ailleurs, est totalement recyclable, etc., etc. Et hop, je bascule tout en digital. Donc du coup, aujourd'hui, le poids du corps, il est mis sur comment est-ce qu'on fait du digital qui soit un tout petit peu quand même responsable. Donc voilà, on a vraiment besoin, pareil, tout le monde dit en effet, ça coûte très cher de ne pas faire du gaspillage dans l'événementiel. Oui, mais il y a quand même vraiment des méthodes pour ne pas faire de gaspillage dans l'événementiel. Donc, mais simplement, il faut former les gens du marketing. Il faut former les gens du marketing chez les annonceurs, mais aussi dans nos agences. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, mais c'est vraiment hyper important la formation sur ces sujets-là. Je sens la suite des travaux de PE. Mais une suite possible. Je vais vous inviter tous à poser des questions. Alors non seulement aux intervenants de la première table ronde, mais de la seconde table ronde, mais aussi de la première. Ouais, Monsieur Bonafé. Arnaud d'abord. Voilà. Est-ce que je pourrais dire un mot, parce que Agathe en a parlé sur la question du greenwashing. Oui. Parce que le greenwashing a quand même fait une entrée assez remarquée dans la loi, en tout cas la loi climat résilience adoptée récemment, où on vient quand même muscler le fait que ce soit considéré dorénavant comme un vrai délit, des choses comme ça, avec des amendes, parfois des peines et compagnie. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau aussi. Donc je pense que ça va jouer de manière aussi positive dans l'emballage qui peut être fait autour d'un produit. Moi, je redis, et ce sera ma conclusion, qu'il ne faut pas non plus faire porter à la communication en publicité une responsabilité qui n'est pas celle du secteur, c'est la question des produits. Si un produit est nocif, il faut que la puissance publique ait le courage d'organiser sa sortie. Voilà, c'est plus compliqué, mais c'est comme ça qu'on sera réactif. Quand vous interdisez pas certains produits, ils continuent leur vie, ils perdurent. On voit très bien qu'on a des sujets de durée de vie en plus de certains produits. Voilà, donc c'est aussi quelque chose qu'il faut mettre au cœur du débat. En tout cas, moi, ça a été ma ligne, et je ne suis pas actionnaire chez Publicis ni chez Havas, mais en tout cas, à un moment donné, je pense qu'il faut que chacun puisse prendre ses responsabilités, et la puissance publique a une responsabilité à sortir certains produits qu'on qualifie de climaticides, on les connaît, et je pense qu'il faut pouvoir agir aussi sur ce levier-là. Tout à fait. Enfin, je pense qu'on sent tous le besoin de cohérence entre l'offre
la demande, donc l'offre, les produits, la stratégie produit, le marché, donc le marché dit publicité, et effectivement une régulation qui doit s'imposer de temps en temps, mais qui a aussi un problème d'acceptabilité, c'est-à-dire que les pouvoirs publics sont aussi assez sensibles à l'opinion publique, et donc les imaginaires, le changement des imaginaires, il a deux rôles. Il a le rôle de changer le comportement des consommateurs, et aussi peut-être le rôle de faire accepter certaines choses par les électeurs qui pourraient être aujourd'hui mal acceptées. Enfin, on pense par exemple au pavillon. Voilà, cette connaissance du fait que l'étalement urbain est finalement pas très bon pour l'écologie et pas répandu. Donc voilà, mais le rôle de la publicité, de la communication, c'est vraiment de faire passer ça dans l'ensemble de l'inconscient et pas seulement dans le geste d'achat. Oui, je crois qu'il y a une notion de pédagogie aussi qui dépasse peut-être, et je rejoins vraiment Agathe sur cette notion de formation. Oui, bien sûr, il faut expliquer aux gens pour qu'ils adhèrent. Il faut donner du sens à la démarche. Et c'est vrai que expliquer les choses en pub, on n'a pas toujours le temps. Oui. Donc c'est un levier dans la représentation visuelle, dans l'imaginaire, oui. Donc ça, bien sûr, il faut que nous, annonceurs, on contribue et on pousse et on travaille avec les agences pour travailler sur cet imaginaire et le faire évoluer positivement pour qu'il soit plus vertueux. Mais il y a un vrai travail de pédagogie aussi, d'expliquer les choix et les décisions vis-à-vis de la population pour les faire adhérer au maximum. Je pense que ça, c'est un véritable enjeu. Cette adhésion générale. Alors, voilà, je réitère mon invitation à lever la main si vous souhaitez poser des questions. Et merci de vous nommer quand on vous passe le micro. Voilà. Bonjour, je m'appelle Isis Adriano, je travaille aujourd'hui dans une maison de luxe et j'ai fait quelques années en communication, notamment chez Publicis auparavant. Merci à EBE et à tous les intervenants pour la qualité des interventions. Ma question est très simple. J'ai un souvenir justement de briefs créatifs quand j'étais en agence dans le secteur des parfums et de la beauté, qui comprenaient toujours un contrat assez clair sur la diversité culturelle, notamment en termes de représentation de la beauté. Et je pense que dans tous les secteurs aujourd'hui, on coche des cases très simples en termes de diversité culturelle, de représentation de la famille, etc. Et je m'interroge sur ces stéréotypes qui sont très clairs. Dans quelle mesure est-ce qu'aujourd'hui, sur des briefs hors parfum beauté que je connais moins, est-ce qu'il existe une grille de lecture un peu simple pour se dire, quand on représente une voiture, il faut qu'il y ait du monde dedans, évitons de représenter une maison individuelle, et est-ce que c'est quelque chose qui existe, ou est-ce que justement ce guide vous inspire pour le développer de manière finalement assez simple en fait? Je peux apporter des éléments de réponse parce qu'on l'a fait sur la première partie que vous évoquez, c'est-à-dire que nous, encore une fois, c'est une question d'engagement de l'entreprise dans sa stratégie sur la diversité, notamment la question des genres. Moi, j'en ai fait personnellement un combat. C'est-à-dire que c'est vrai que, entre guillemets, c'est-à-dire que toute l'équipe et le partage qu'on faisait avec les équipes d'Agathe, c'était de se dire, attention, il faut qu'on soit le reflet de la société d'aujourd'hui, il faut qu'on intègre ça dans nos briefs. Et quand on voyait, et moi quand je vois encore aujourd'hui revenir des propositions créatives, je suis extrêmement vigilante sur tous ces aspects-là. C'est-à-dire qu'on ne coche pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une checklist. Par contre, en fait, je pense que c'est de la formation. Intégré. C'est les équipes qui doivent être... c'est nous, en tant que managers, qui devons insuffler ça aux équipes, côté annonceurs, devons dire, voilà, soyez vigilants, il faut penser à tel et tel aspect de représentation dans nos publicités. Et en fait, quand on a les retours créatifs, on réagit en direct. Voilà. Donc ça, c'est les éléments qui sont constitutifs du guide, c'est exactement la même chose. En fait, ce qu'il faut qu'on crée, nous, moi, j'en fais ma responsabilité. En tant que je dirige la publicité marketing com pour la marque Dacia, j'en fais ma responsabilité. C'est de former mes équipes, de me servir de ce guide, d'éléments qui sont dans ce guide, comme des points de vigilance. Voilà. De dire, voilà, attention, il y a des choses maintenant, il faut qu'on switch. Il faut qu'on transforme. Mais encore une fois, sans être dans l'interdiction. Voilà, il ne faut pas exclure. Il ne faut pas qu'au final, on fasse un truc qui exclut certaines personnes qui ne se reconnaîtraient pas du tout dans la publicité qu'on fait. Donc ça, voilà, c'est du management au quotidien, c'est de la responsabilisation, c'est de la formation vis-à-vis des équipes. Et les éléments que vous avez cités du guide, ça fait partie effectivement des points de vigilance qu'on doit avoir au retour des briefs créatifs.
Et par rapport aux questions environnementales, on va dire, dans le brief, c'est vrai que nous, on sait que les voitures vont moins vite. On sait qu'elles sont... il n'y a plus de course de vitesse, quoi. Et il y a des tas de sujets comme ça où en effet, on a des cases. Alors, ce n'est pas forcément écrit, parce que je vois très bien ce à quoi vous pouvez faire référence, c'est vrai, dans la partie beauté, mais c'est sur les sujets de diversité, mais c'est vrai, il y a quand même vraiment des réflexes. On a vraiment intégré des réflexes depuis, honnêtement, quelques années déjà, qui sont aussi liés à l'autorégulation et à tout ce que je racontais avant. Raphaël faisait référence au fait qu'on est une industrie extrêmement régulée, on est vraiment une industrie très régulée. Donc, au bout d'un moment, on apprend quand même, il faut sans arrêt apprendre. En revanche, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point, indépendamment des cases qu'on peut cocher, à quel point nos campagnes, quand on regarde des tunnels, on regarderait aujourd'hui ensemble un tunnel publicitaire d'il y a 20 ans et aujourd'hui, c'est inouï à quel point nos campagnes ont changé. On avait des enfants qui croulaient en mangeant du gros chocolat sous des tonnes de plastique avec des pots de yaourt de marque que je ne citerai pas. On avait des voitures qui jouaient sur du sable à écrire des mots pendant qu'un avion décollait. Enfin, je veux dire, ça n'existe plus du tout. Mais on est très régulé quand même. Alors, on est très régulé, mais de toute façon, ça ne viendrait même pas à l'esprit. Je ne m'imagine pas faire une pub pour un yaourt au chocolat avec un gamin qui est couvert de plastique. Donc, ne serait-ce que parce qu'en termes d'obésité, la manière dont il mangeait, mais aussi en termes de plastique, rien ne va dans cette campagne. Rien ne va. Et aucun d'entre nous ne ferait ça aujourd'hui. On est le produit d'années de travail, on est le produit de batailles culturelles diverses et variées, de pédagogie et d'information qu'on a reçues, de notre sensibilité aussi au monde. Ça a été évoqué aussi, notre compréhension de ce qu'attendent les gens, évidemment, qu'on ait aussi ça, et de l'intention qu'on met dans la communication et dans ce qu'on met auprès de nos clients. Mais ça a énormément changé, donc on n'a pas autant de box que ça à checker, ne serait-ce que parce qu'on a intégré aussi mentalement et au fond de nos cœurs et de nos tripes, voilà, des choses qui sont assez essentielles. Je le dis parce que ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde. Moi, je regarde des campagnes de voitures, de concurrents. Parfois, on fait des revues de campagnes de voitures de concurrents au fin fond de pays d'Amérique du Sud, par exemple, voilà, où on voit des gros 4x4 qui vont dans l'eau et qui écrasent des poissons, et c'est pas grave, quoi. Je veux dire, ça va, tout ça. On fait pas ça. Non, et puis moi, je partage un petit exemple qui est très en phase avec le carnivore compulsif, hein, c'est ça ? Oui. Voilà, donc il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu un post, parce que mon scope n'est pas France uniquement, donc du coup c'est intéressant, parce que moi il y a aussi le phénomène culturel, hein, c'est-à-dire qu'on est en France, donc on parle de la réglementation en France, mais dans les pays, c'est parfois très très différent. Hein. Donc j'ai reçu il n'y a pas très longtemps une proposition de poste pour le social media, où il y avait un plan à l'intérieur de la voiture et on avait un énorme McDo, enfin je ne devrais pas citer le terme, mais burger, avec du fromage dégoulinant et un bon steak, et qui était au niveau du levier de vitesse. Et donc, au-delà du fait que c'était quand même la représentation du burger. Donc évidemment, typiquement, pour rebondir sur votre question, j'ai dit non, on ne va pas faire ça. D'abord d'un point de vue sécurité et puis d'un point de vue représentation, typologie de nourriture montrée. C'est vrai qu'on le voilà. Donc du coup, ça a été veto. Voilà. Mais ça fait part, comme dit Agathe, c'est notre rôle à nous dans les métiers de communication d'être super vigilants. C'est pavlovien, c'est le réflexe pavlovien en fait. Il faut absolument qu'on réagisse. Voilà. Et là, on ajoute ça ajoute des champs de vigilance pour la transition en plus. Autre question ? Du coup, je peux me permettre pour lever un petit blanc. Parce que tout à l'heure, Agathe évoquait la formation. Et la formation, vous êtes tous soit des directeurs de développement durable ou des directeurs de communication. On voit très bien que, c'est rare déjà de rassembler ces deux corps de métier dans une même salle, même si parfois ils sont dans des COMEX ensemble ou dans des CODIR. On voit très bien qu'on a ce sujet de la division. C'est pareil au niveau des achats. Donc on a un travail interne à faire au niveau des dirigeants d'entreprise qui est assez conséquent aussi pour que tout le monde comprenne ces enjeux-là. Donc c'est les débats autour de la fresque du climat notamment ou d'autres instruments, parce que le niveau de connaissance de la réalité du changement climatique, on en parle beaucoup, mais vous parliez tout à l'heure de la crise de la biodive, de l'interrelation entre les deux, et aussi de comprendre les changements, parce qu'on parlait tout à l'heure du lotissement, il y a 10 ans encore, c'était au milieu des discours politiques
que c'était l'aboutissement d'une vie. On le voit sur les vecteurs énergétiques aussi dans notre pays. Il n'y a pas si longtemps que ça, on finançait à 1 euro des chaudières à gaz. Et 2 ans plus tard, on interdit l'introduction du gaz dans des logements neufs. Donc vous voyez, quand on parle la mutation aussi sociétale, et moi j'insiste là-dessus, c'est la cohérence et la consistance de l'ensemble des acteurs. On partage ça avec Sophie sur tous les étages d'une société doivent se mettre en mouvement, pas simplement les consommateurs à qui on demande beaucoup. Alors on leur fait peser une responsabilité. Ils sont prescripteurs, mais il y a d'autres étages. Il y a l'étage économique avec les entreprises, quels que soient les secteurs, et l'étage de la puissance publique qu'il faut aussi mobiliser dans la cohérence et dans la consistance d'une action longue et malgré tout rapide. Merci beaucoup de cette synthèse. En l'absence d'autres questions, je pense que vous avez senti l'odeur du buffet. Et je vais demander à Jean-Laurent de venir conclure cette réunion. Merci beaucoup à vous trois. Vous auriez pas resté. Écoutez, c'est difficile de conclure cette soirée. Moi, personnellement, je suis ravi de voir ces échanges. Il y a une forme de communauté d'intérêt qui se dégage. Ça, c'est assez sympathique. Et aussi, je trouve beaucoup d'énergie. Hein. Tout ça est très émotionnel et moi, je suis ingénieur de formation. L'émotion, c'est quand même la source d'énergie qui n'a pas de limite. Donc, la création, la créativité, les idées nouvelles, ça ne passe pas dans la balance d'une façon ou d'une autre. Ça ne peut que créer des options supplémentaires, nouvelles. Donc ça, c'est un côté très sympathique. On a une petite tendance à penser que les technologues, les chercheurs, les ingénieurs vont trouver des solutions pour remplacer des processus qui ne conviennent plus aujourd'hui par d'autres processus qui vont convenir. C'est en partie vrai, heureusement, mais c'est probablement complètement faux. Et l'ingénieur que je suis, quand même, peut vous le confirmer, parce que d'abord, les technologies qui ont vraiment une prise et un grip, une dimension telle qu'il y a un effet visible, parfois elles arrivent quand on les découvre vraiment. Une technologie complète all-in, hein, tous les segments de la chaîne de la valeur sont bien décomposés, ça prend beaucoup de temps en réalité. Hein. Aujourd'hui, on se réjouit des voitures électriques, et c'est un pas énorme que nous avons fait collectivement. Il reste un petit sujet sur la batterie, son caractère recyclable, enfin voilà, donc all-in, comme on dirait, on n'est pas si sûr. Mais il y a ceux qui ont craqué la partie voiture électrique, les batteries, il faudra que d'autres technologues craquent le recyclage de la batterie, qui pose un autre petit problème, qui est la ressource, parce qu'il y a les métaux, Alors, c'est absolument évident que de nouveaux processus ne vont pas pouvoir se substituer et remplacer les anciens processus pris comme un tout. Et donc cet écart, qu'on ne sait absolument pas mesurer aujourd'hui, parce qu'on parle de choses à un horizon de 30 ans, il n'y a pas d'autre solution que la créativité. Et c'est vrai qu'il faut faire peser à l'univers de la publicité, du marketing, des responsabilités qui ne sont pas les leurs, mais ça touche à une dimension qui est l'émotion, et au fond, souvent pour engager les uns et les autres, c'est pas avec une démonstration très compliquée où on voit des bilans, des trucs et des machins. L'émotion, c'est souvent quelque chose qui parle beaucoup plus vite, parce que c'est l'avenir des enfants, c'est l'avenir des familles, c'est l'avenir de la planète. Et donc c'est souvent quelque chose qui permet d'engager beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement. Donc voilà, moi j'ai été ravi de partager à ce moment avec vous. Je félicite les équipes de PE et Claire notamment pour cette belle initiative. On en voudrait d'autres. Peut-être sur la biodiversité prochainement. Parce que je rappelle que ces sujets de biodiversité, et c'est pas pour faire une page de réclame, ils ne pourront pas attendre 30 ans. Donc on ne va pas pouvoir passer 30 ans à faire, disons, la transition vers le low carbone et le carbone neutral, et puis d'un coup, le lendemain, passer à la discipline d'après. C'est-à-dire ce qui met une limite aux technologies. Puisque remplacer une technologie par une autre technologie, c'est un truc qu'on a souvent fait, et je vais dire toujours fait. Mais la biodiversité, c'est justement l'inverse. La biodiversité, c'est remplacer une technologie par une myriade d'autres approches. Parce que toute technologie unique a des effets secondaires immenses. Et on verra, hein, c'est triste, mais c'est comme ça, qu'une partie de ce que nous ferons pour rattraper le temps perdu
va créer des effets de bord que pour l'instant on ne soupçonne pas. C'est un fait, hein. C'est comme ça a toujours marché comme ça. C'est la seule chose qui est certaine. Donc, en fait, pour faire court et pour faire bien, il faudrait faire un peu mieux que carbone neutral. En fait, il faudrait reconstituer notre capital, ce qui est une idée pas encore répandue, mais qu'il va falloir commencer à réfléchir. Alors, une chose après l'autre. Mais je pense que ça, c'est un truc qu'on doit avoir en tête. Donc, c'est pour ça que de savoir que l'univers de la création, l'univers des marques, l'univers de la publicité, permet d'apporter une énergie supplémentaire, un espace qui n'a pas fondamentalement de limite, c'est très sympathique. Donc moi, je ne suis pas un homme de publicité, je ne suis pas un homme de marketing, de fondation. On s'y fait, hein. Quand on fait du commerce, on finit par apprendre un petit peu, mais enfin quand même, c'est des talents particuliers. C'est très sympathique de voir que tout ceci existe, parce que les seules technologies ne suffiront pas. Voilà. Merci à tous. Très bonne soirée. Merci. Merci beaucoup Jean-Laurent, merci beaucoup à tous les intervenants, merci à tous les participants et évidemment les questions que vous n'aurez pas posées en direct peuvent être posées en public, devant tout le monde, peuvent être posées durant le cocktail qui est maintenant tout prêt.